se prononcer sur un livre dont nous n'avons pas assisté aux ébauches n'est pas chose facile. D'autant plus qu'il s'agit d'une œuvre, d'un livre dont l'autrice ne déclare pas, en tout cas dans ce livre, parler d'elle-même. Je m'en vais très brièvement faire une présentation de ce livre-là, Zarafrica, Métamorphose d'une nation. J'essaierai d'être le plus pragmatique possible. J'essaierai également de parler un langage qui va nous réunir, nous tous. Je n'aimerais pas du tout entrer dans l'amphigourie. Il y a de ces œuvres littéraires qui se lisent une fois, une seule fois. Il y en a d'autres qui se lisent plusieurs fois. Elles ne sont pas comestibles une seule fois. À l'image du plat de tchiboujen que vous venez de manger, certainement avant de nous rejoindre ici. Et nous voilà dans ce temple du savoir, dans ce temple de tout savoir, plusieurs savoirs réunis, et nous traiterons de plusieurs thématiques. En parlant toujours de plats, après l'avoir mangé, un plat ordinaire, bien sûr, il n'y a pas de marche en arrière. C'est comme le pantarei d'Héraclite d'Éphèse que j'ai envie de reprendre. C'est-à-dire tout coule, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Il existe un autre ensemble d'œuvres que je viens de citer, c'est-à-dire ce sont les œuvres qui se lisent plusieurs fois. Au lieu de suivre le courant des choses, le naturel, décident, je les accuse, décident de faire autrement. C'est une transgression des règles établies depuis plusieurs générations. Ces œuvres se consomment toujours plus d'une fois. Elles font naître en nous le désir, une ardeur qui laisse croire qu'on ne s'en sortirait pas, sain et sauf si une partie n'est pas achevée. C'est un ensemble d'œuvres très, très, très attractif, qui ne se lisent jamais une seule fois. Et nous avons, je pense, autant que nous sommes ici réunis, une fois au moins au cours de notre vie, lu une œuvre, deux fois, trois fois, ainsi de suite. Cela participe de cette ardeur que nous avons, oui, parce que l'œuvre a été très bien écrite, avec un style assez particulier. Je me demande, je vous le demande aussi, pourquoi n'est-il pas mentionné que le livre pourrait être dangereux? Dangereux parce qu'une fois entamé, il oblige le lecteur à aller jusqu'au bout, sans penser à ses préoccupations. On oublie souvent qu'ouvrir un livre, c'est décider de voyager, ou cela dépend de la destination choisie, du livre choisi. Et cela dit, à la sortie, que nul d'entre vous ne vienne se plaindre d'avoir été capturé par ce livre-là. Je vois que certains sont en train de jeter un coup d'œil sur le livre. Ne venez pas à la fin pour me dire « Ah, on n'a pas compris parce qu'on était tellement attachés au livre. » Le livre Zarafrica, ce roman, Zarafrica, Métamorphose d'une nation, a priori laisse croire qu'il s'agit d'une pure fiction, avec une prédominance de la légende. Dès que vous le lisez, vous comprenez qu'un livre ne se juge pas à la base de sa couverture, quand bien même celle-ci permettrait de mieux comprendre le livre. En effet, il accompagne le récit. Il s'agit d'un livre de la même classe que le roman. Aussi grande que soit mon audace,
Je me réserverai de faire une interprétation de la couverture. Il convient à l'autrice ou bien à l'éditeur même de faire ce travail-là. Voilà, il y a une personne habilitée à faire cela, ce n'est pas moi. Pas de place pour l'imprudence. Et ce roman se veut inclusif, c'est-à-dire qu'il fait mention de toutes les couches de la société. Et ce, implicitement comme explicitement. Vous verrez vous-même dans le roman quand vous le lirez. Une société lambda, organisée, bien ou mal, vous jugerez après lecture. Quelle qu'elle soit, elle a besoin d'une transformation. Les faits sont plus pertinents que les mots qui les décrivent. Voyez par vous-même. Permettez-moi de faire de la polémique. Et vous, laissez-vous manipuler par moi. Chacun d'entre vous est écrit dans ce roman. Et je le répète, chacun d'entre vous dans cette assemblée est écrit dans ce roman. Et je peux donner comme exemple des personnes que je connais et qui sont bien présentes ici. Je ne le ferai pas. La vie est un combat. Nous avons déjà entendu plus d'une fois cette phrase, ou bien lu. La phrase pourrait se poursuivre par « il faut alors se battre ». Mais de quel combat s'agit-il réellement? S'agit-il d'un combat dans lequel il y a des choses à perdre? Certainement oui. Ce qui est à gagner, en l'occurrence, vaut plus que ce qui est à perdre. Dans ce roman, je note plusieurs combats. Mais dans ceux-là, il y a un combat dominant sur lequel l'autrice met l'accent. Cependant, elle ne se laisse pas distraire, l'autrice même, par les autres combats pourtant valeureux. Elle préfère poursuivre l'intrigue qui concerne toute une nation, comme le titre peut l'illustrer même. Métamorphose d'une nation. Cela ne m'empêchera pas également de réclamer la suite d'une histoire mise en stand-by. Nous en parlerons peut-être à la fin. Il y a une histoire que j'aimerais qu'elle poursuive, peut-être dans un autre livre. Nous le souhaitons. Je m'en vais parler du registre. Nous avons tendance à nous intéresser à ce qui, naturellement, nous fait avancer, à ce qui contribue à notre croissance. Voici un livre que je juge d'accessible. C'est pour confronter la notion d'accessibilité à la notion d'hermétisme. Accessible, oui, et ce roman, mais il est aussi rempli de mots inhabituels. Ce livre est aussi d'une richesse morphosyntaxique. Ainsi rencontrons-nous des mots de vocabulaire peu usutés. Peut-être une invite à la métamorphose du vocabulaire, pas seulement d'une nation, mais du vocabulaire. Et cela s'adresse au lecteur. Le style aussi fait preuve de la finesse de la plume de notre autrice. Dans le contenu, il n'y a pas que les mots de vocabulaire, il y a aussi le style. Et le style est d'une très grande richesse si la plume est bien utilisée. Voici une phrase tirée du 2e chapitre. Il s'agit même du début, vers la page 19. Elle me permettra de citer une partie du livre. Merci. Les rayons du soleil, filtrant doucement à travers la fenêtre de ma chambre, me réveillèrent délicatement de ma grasse matinée. La veille avait été si épuisante que j'avais l'impression de pouvoir dormir un siècle. Après une douche revigorante, je joignis le reste de la famille. C'est une phrase qui a attiré mon attention spécialement. Et là, quand je le dis, ce n'est pas par rapport au mot de vocabulaire, mais par rapport au style employé. Un style peut-être simple, comme c'est le cas dans cette phrase-là, dans ces
2 phrases ou 3 phrases, mais d'une grande richesse. Donc je ne fais pas l'analyse de cette phrase, je me contente de faire la structure, de mettre en exergue la richesse du style. Et nous retenons que l'autrice, si vous faites une révision de la phrase que je viens de lire, au lieu de s'attarder à de simples jeux de mots qui tendent vers l'amphigurie à chaque fois, l'hermétisme, voire un discours matagrabolisant, s'empresse de nous décrire l'essentiel. Dans ce roman, on passe à l'essentiel. On ne s'attarde pas à des descriptions. Cela aussi est preuve de pragmatisme. Je ne suis pas psychologue, mais je suis convaincu qu'on peut en savoir davantage sur un auteur quand on lit son livre. Un fil conducteur que l'on ne veut pas perdre, on s'y agrippe. Et voici ce dont il est question ici même dans ce roman. Un moi narratif. La personne qui raconte le récit est un personnage du roman. Cela dit, j'ai l'impression de vous avoir donné trop d'informations. C'est déjà trop. Je ne veux pas parler du livre. Je ne veux pas dire tout ce qui se trouve dans le livre. Non. Je vous laisserai lire vous-même. C'est Salah, une jeune fille à peine sortie du lycée, qui narre les faits. A priori, l'histoire semble être sienne. C'est-à-dire, l'histoire tend au début, quand on ne comprend pas, raconter la vie de Salah. Mais cela ne vient que pour ajouter de la valeur au contexte multicolore. Le début de l'histoire est une amorce. En parlant d'amorce, je ne peux pas parler du cheval de Troie. Alors je vais m'arrêter un peu pour accueillir la directrice de cette librairie, c'est Marc Sec, que je vous demande d'applaudir. Je disais, le début de l'histoire est une amorce. Je ne veux pas parler du cheval de Troie. Biographie, autobiographie, ou simple récit, il convient à l'autrice de nous en imprégner. S'il s'agit d'une biographie, d'une autobiographie ou bien d'un simple récit. Le ton, c'est une qualité. Cela nous fait penser à la couleur de l'histoire racontée. Toute histoire a un ton. Votre ressenti après chaque partie d'une œuvre littéraire en dit tout sur la tonalité de l'œuvre. Il arrive en lisant de sourire, de rire, hocher la tête, d'acquiescer, d'assombrir le visage, d'avoir les pupilles dilatées, ou même de verser des larmes, soit de tristesse, soit de joie. Cela n'arrive que si l'on se connecte avec l'œuvre littéraire que nous avons en main. L'engagement ou la fougue, bien sûr, quelquefois, que nous avons en lisant certains passages, décrit le ton avec lequel ces passages eux-mêmes ont été écrits. Un fait ne se raconte jamais de la même manière, avec le même ton, soit-il historique ou légendaire. Si je vous demande aujourd'hui de me raconter un événement dont vous avez été témoin, les tonalités ne seront pas les mêmes. Chacun va raconter l'histoire avec son ressenti pendant les faits et bien après les faits. Certains auront un ton plus ou moins pathétique, d'autres humoristiques, certains vont aller dans la satire directement. Et dans ce roman, il s'agit d'un condensé d'ironique, de pathétique, oui, et même de tragique. Pour l'ironie, nous notons plusieurs sarcasmes. Et vers la fin, j'aimerais parler des thèmes, sans entrer dans les détails. Les thèmes sont divers dans ce roman. Une liste qui regroupe tous les thèmes.
ne profiterait pas à cette audience de lecteurs qui n'ont pas encore parcouru le roman. Entre corruption, pauvreté, justice, amour, engagement politique dans le sens premier du terme, avec la problématique de l'activisme. L'amitié, la dictature, le salut d'une nation, qui constitue le thème principal, passe par la métamorphose des composants de cette nation même. La réunion de tous ces thèmes n'empêche pas l'autrice de se concentrer vers le thème principal, tel que le titre du livre même l'exprime. Zarafeka, métamorphose d'une nation. Et pour le premier thème, je parlerai de la corruption. Dès que vous ouvrez le livre, à la page 11, je ne vous demande pas de l'ouvrir tout de suite, après. On parle de dictature, mais très rapidement. Un chef d'État dont les priorités ne tournent pas toujours autour du peuple. Les priorités ne tournent pas autour de la nation, mais plutôt autour d'un désir qui d'ailleurs n'est ni naturel ni nécessaire. Alors nous en savons sur la classification des désirs. Les désirs naturels et nécessaires sont primaires, comme manger. Les désirs naturels et non nécessaires. Il y a également les désirs non naturels et non nécessaires. Je vais classer le pouvoir, la quête du pouvoir. Maintenant, il y aura beaucoup de questions à ce propos. Une attitude assez singulière pour un chef d'État qui met l'accent non sur le peuple, mais met l'accent sur ses désirs même. Après la dictature, je n'en dirai pas beaucoup. Il y a l'amour / jalousie, haine. L'amour, nous le savons bien, se présente sous plusieurs facettes. Ici, l'amour fraternel, l'amour parental, et également à l'africaine. Il y a une société qui est bien décrite ici. Il ne s'agit pas de l'amour parental de manière générale, mais on a spécifié. Cet amour appelé aussi amitié. D'ailleurs, en latin comme en grec, sans oublier la langue française et bien d'autres langues, la racine des deux termes est la même, amour et amitié. La racine est la même. Deux personnages que je me réserverai de nommer. Je vous laisse la chance de cette surprise, de la surprise de la découverte. Ces deux personnages sont dans un conflit d'intérêts. Autant dire que cela ne concernait que l'un des personnages. Même si pour parler de jalousie, il faut au moins un jalousant et un jalousé. Après cela, il y a les problèmes familiaux. Le thème de la désobéissance, l'héritage aussi. Tout cela est mentionné dans le livre. Et nous arrivons enfin à un thème crucial. Le thème central si nous voulons être, bien sûr, pragmatique et objectif. Il s'agit de l'activisme, de la politique, mais centré sur l'activisme. À l'autrice de nous en donner les raisons et les motivations. La métamorphose d'une nation a un soubassement. Ce dernier doit renfermer une énergie suffisante afin d'atteindre l'objectif recherché. Pourquoi n'avoir pas fait usage du mot évolution? Pourtant, de prime abord, cela nous paraît plus simple. Cependant, dans ce contexte qui nous est présenté, la tâche qu'il faut accomplir va au-delà de quelque part. Donc il ne s'agit pas d'une simple évolution, il s'agit plutôt d'une rupture. Et cette dernière, la rupture, n'est point facile. Elle fait couler les larmes, mieux, elle rougit les pupilles, à l'instar de la vérité chez un illustre écrivain africain, Amadou Kourouma, que je vais citer. La vérité, il faut la dire, aussi dure qu'elle soit, car elle rougit les pupilles,
mais ne les casse pas. Donc, je compare cette rupture-là qui est présentée dans ce livre à la vérité de d'Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances. Selon un proverbe africain, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Une attitude, une philosophie, une doctrine triomphe et cela perdure. C'est-à-dire que cela perdure, c'est-à-dire que ce ne soit pas sous l'emprise d'une aporie, d'un barrage. Si cela arrive, c'est que cette philosophie même, cette doctrine, contient un minimum de vérité en elle. La vérité vous rendra libre. Une telle phrase dont je recommande vivement la recherche des références. Bien comme pour couronner cette posture salvatrice de tout un peuple. Le plus haut degré de charité. La politique, considérée comme le plus haut degré de charité. Je vous renvoie également à chercher la référence. Je fais ici une périphrase. Et enfin, quel message pour les lecteurs? Cette œuvre littéraire est d'une immensité multidimensionnelle, d'une richesse multidimensionnelle. Je ne suis pas en train de mettre les choses au superlatif au hasard. Hein? Un texte, des mots, dans une émotion bien choisie. Voici ce que nous avons. À la manière de la musique, avec la mélodie, les rythmes, les accords, etc. Le parfait usage de ces outils constitue l'art littéraire. En l'occurrence, l'usage de ces outils met en exergue la méticulosité avec laquelle l'autrice a façonné cette œuvre, à la manière d'un potier. Pour conclure, Zarafrica, métamorphose des nations, explore des réalités que nous vivons et dont nous sommes témoins. Ce roman est un miroir. Ce roman est un miroir. Quand je l'ai dit, je fais un clin d'œil à Stendhal qui dit « Le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin ». Et cela me renvoie à la phrase que je vous ai dite au début. Chacun d'entre vous est décrit dans ce roman. Je vous remercie de votre aimable attention.